Bonsoir. Merci de venir si nombreux en ce beau dimanche après-midi. Donc moi, je représente la Semaine du cerveau. Tout d'abord, je vais remercier le Quai des Savoirs qui nous accueille à la faveur de cette exposition sur l'intelligence artificielle, un double jeu ou un triple ou un quadruple. On verra ça avec Ruffin van Rulen dans un petit moment. Et donc, la Semaine du cerveau permet de rassembler pendant une semaine en toute la France, dans toutes les villes universitaires, de rassembler des volontaires, des spécialistes qui viennent sur différentes thématiques, donc à la rencontre bien de vous, des publics intéressés. Et donc nous avons de nombreux sponsors, nos institutions qui nous permettent de faire de la recherche en la matière. Et donc je ne vais pas vous les lister, mais je les remercie ici. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes venus pour savoir ce qu'il y a dans la tête de l'intelligence artificielle? Non, dans la tête de Ruffin van Rulen. Et donc, est-ce qu'on peut lire dans vos pensées? C'est ce que nous allons voir. Donc, Ruffin van Rulen est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Donc, il est neuroscientifique et également spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc, il a une double appartenance, un labo de recherche sur le cerveau qui s'appelle le CERCO, et aussi à l'institut qui s'appelle ANITI, qui est l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse. Voilà, donc sans plus attendre, merci Ruffin. Eh bien, merci Marie-Christine pour cette introduction. Merci donc aux organisateurs de la Semaine du cerveau de m'avoir invité. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui, si nombreux, malgré le fait qu'il fait très beau dehors et que c'était tentant de rester à l'extérieur. Donc aujourd'hui, la thématique de mon intervention, ça a été appelé « Lire dans les pensées ». Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment on utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, pas vraiment pour lire dans les pensées, mais plus simplement pour décoder l'activité cérébrale. Donc ça va être une présentation en, disons, 3 parties, en fait. En tout cas, l'intervention sera en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que cette IA générative dont tout le monde parle et qu'on va utiliser pour cette lecture de pensée. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai effectivement l'enregistrement de l'activité cérébrale par l'IRM et ensuite comment on utilise l'IA générative pour décoder les pensées. Et puis on aura une séance de questions-réponses à la fin où j'espère pouvoir répondre à vos questions autant que possible. Voilà. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, même si ça n'a pas toujours été le cas, à l'heure actuelle, en fait, on parle principalement d'un sous-ensemble de techniques en intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning ou plus simplement les réseaux de neurones et qui dominent vraiment l'intelligence artificielle ces dernières années. Donc, qu'est-ce que c'est que ce réseau de neurones artificiels? C'est quelque chose qui est inspiré du fonctionnement biologique, alors inspiré de manière assez vague quand même. Donc, vous savez que dans le cerveau, l'information est traitée par des neurones qui communiquent en envoyant des impulsions électriques entre eux. Et donc, chaque neurone va recevoir des impulsions électriques en provenance d'autres neurones par des connexions qu'on appelle des synapses. Ce sont les connexions entre neurones. Donc, il va intégrer cette information par les synapses qui se font sur ces dendrites. Les informations vont être accumulées au niveau du corps cellulaire et ensuite le neurone va générer lui-même une réponse qui peut être sous la forme d'une ou plusieurs impulsions électriques qui va être communiquée par l'intermédiaire de cet axone à d'autres neurones qui vont être connectés à celui-ci en retour, etc., etc. Donc ça, c'est globalement le schéma de fonctionnement du neurone biologique. Ça fait à peu près 100 ans qu'on connaît ce fonctionnement. Et c'est dans les années 40 que 2 scientifiques américains, McCulloch et Pitts, ont eu l'idée, la première fois, de modéliser ce neurone biologique, de modéliser son fonctionnement par un modèle mathématique qui est représenté ici en bas. Donc c'est un modèle très simple, mais qui en fait est toujours d'actualité, puisque c'est ce même modèle qui a 80 ans qu'on utilise encore à l'heure actuelle dans les réseaux de neurones artificiels et dans les méthodes de deep learning. Donc ça vaut le coup de se pencher un petit peu là-dessus. L'idée de ce modèle qui est représenté en bas, c'est que le neurone va recevoir des entrées en provenance d'autres neurones qui lui sont connectés, donc les X1, X2, etc. Ici représentent les autres neurones. Ces entrées vont passer par des connexions synaptiques dont le poids
est représenté par une variable W, W1, W2, etc. Et plus le poids est élevé, plus le neurone d'entrée va avoir d'influence sur la réponse du neurone de sortie. Ensuite, on va intégrer, sommer ces informations au niveau du corps cellulaire et générer une réponse par une fonction d'activation, typiquement une non-linéarité, cette réponse qui va être communiquée à d'autres neurones qui vont être connectés à celui-ci, etc., etc. Donc c'est un système très simple, mais où on reconnaît un petit peu le mode de fonctionnement du neurone biologique. Et donc, ce qui est intéressant avec ce modèle de neurone, c'est qu'en réglant les W, les poids des connexions synaptiques ici, on peut faire en sorte que ce neurone tout simple réalise différentes fonctions. Alors évidemment, ça va rester des fonctions simples quand il s'agit d'un neurone isolé, mais ce qui est intéressant avec ces neurones artificiels, c'est quand on va plonger ce neurone dans une architecture beaucoup plus large, avec plein d'autres neurones qui fonctionnent sur exactement le même principe. Donc vous avez un exemple ici d'un modèle de deep learning. On dit deep learning ou apprentissage profond parce que ce réseau de neurones comporte plusieurs couches. Donc plus il y a de couches, plus c'est profond. Et dans chacune de ces couches, on peut avoir des milliers, des centaines de milliers, parfois des millions de neurones qui traitent l'information et qui sont connectés ensemble de couche à couche avec le même fonctionnement qui est décrit en bas. Et donc, dans un gros réseau de neurones comme ça, qui peut contenir des milliers de neurones, parfois plus, on va l'entraîner à faire des fonctions qui peuvent être très complexes. Par exemple, on peut l'entraîner à reconnaître des images. On va présenter une image en entrée, l'information concernant l'image va circuler par les connexions synaptiques entre les neurones, et en sortie, on va vouloir faire en sorte que ce système classifie le type d'image qui est présenté en entrée. Alors au début de l'apprentissage, peut-être qu'il va se tromper, il va vous dire chien, mais ce n'est pas grave parce que nous, on connaît la bonne réponse, on sait que c'est un chat, et donc on peut dire au système, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, on peut lui dire « Ah non, là tu as dit chien alors qu'il fallait dire chat ». Il peut calculer un signal d'erreur, et ce qu'il va faire, c'est renvoyer ce signal d'erreur à l'intérieur du réseau. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par rétropropagation ou backpropagation. Il va renvoyer ce signal d'erreur à l'intérieur du réseau pour retourner régler tous ces poids W des connexions synaptiques entre les neurones, pour que la prochaine fois, quand ils voient un stimulus comme celui-ci, une image comme celle-ci, il ait plus de chances de dire chat et moins de chances de dire chien. Et quand on répète ça des millions de fois, sur des millions d'images différentes, on arrive à entraîner un système qui va effectuer cette tâche parfaitement, en tout cas aussi bien qu'un sujet humain qui regarderait des images et qui les classifierait. Donc ça, c'est le principe du deep learning. Et en fait, l'idée, c'est que pour différents types de fonctions qu'on va demander à nos intelligences artificielles, on va utiliser différentes architectures de réseaux de neurones, mais qui seront toutes basées sur exactement ce principe que je décrivais. Donc là, je vous ai montré un exemple d'un réseau entraîné pour la classification d'images, qu'on appelle un réseau convolutionnel. Il y a d'autres exemples. Quand vous faites du traitement du langage, vous allez probablement utiliser une autre architecture qu'on appelle le transformer. J'en dirai quelques mots. Si vous avez utilisé ChatGPT à l'intérieur, c'est un transformer. Quand on veut faire de la génération d'images, on va utiliser d'autres architectures de réseaux de neurones. Je vous parlerai par exemple d'une architecture qui s'appelle le GAN, le réseau génératif adversariel, qui était très populaire jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'elle soit supplantée par un nouveau type de modèle qui s'appelle le modèle de diffusion. C'est encore une fois un réseau de neurones, mais qui fonctionne différemment. Et si vous utilisez des systèmes comme DALI, Midjourney, Stable Diffusion, des systèmes commerciaux, ils sont basés sur ce principe du modèle de diffusion, dont je dirai quelques mots. Et donc, quand on parle d'IA générative à l'heure actuelle, en fait, on parle de ces types de modèles, comme les transformers, les GAN, les modèles de diffusion, qui génèrent de nouvelles données. Donc, elles apprennent une base d'apprentissage qui peut être très très grande, elles apprennent à représenter cette base d'apprentissage, et ensuite les IA sont capables de vous générer des nouvelles données qui ressemblent en tout point à des données de la base d'apprentissage, même si elles sont différentes. Donc ce n'est pas juste une copie de tel ou tel élément de la base d'apprentissage, mais c'est un nouvel élément qui aurait pu se trouver dans la base d'apprentissage, même s'il n'y était pas. Donc c'est ça qu'on appelle l'IA générative. Donc un exemple, c'est le transformer qui sert pour le traitement du langage. Donc qu'est-ce que c'est que ce transformer dont tout le monde parle? C'est simplement une autre classe de réseau de neurones, un petit peu comme je présentais précédemment. Donc sa spécificité, donc comme tous les autres réseaux de neurones, elle traite l'information par couches successives. Et la spécificité, c'est que pour toutes ces couches, les entrées et les sorties constituent des séquences de taille fixe. Donc la seule chose qui change entre ces séquences, c'est la transformation qu'on va appliquer de couche à couche. C'est pour ça que ça s'appelle un transformer, entre une séquence d'entrée et une séquence de sortie. Par exemple, pour un chatbot, vous pouvez lui donner en entrée
récite-moi la première loi de la robotique. Il va faire sa transformation couche à couche et la sortie au niveau de la dernière couche, une fois qu'elle est transformée, va être la réponse que vous attendiez. Un robot ne doit pas blesser un être humain, etc., etc. Donc à l'intérieur de ces systèmes, ils sont entraînés avec ce qu'on appelle un mécanisme attentionnel, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique, mais il suffit de le savoir. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les systèmes d'IA que vous allez utiliser en traitement du langage, et même dans d'autres domaines, parfois pour la vision, vont être basés sur ce principe du transformer. Si vous avez entendu parler de modèles comme BERT, BARD, GPT, ChatGPT, ce sont tous des transformers. Donc un exemple peut-être du fonctionnement de ce transformer. Donc comment on fait pour leur apprendre à régler les poids de leur connexion synaptique, pour les entraîner tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un grand corpus de données avec le plus de texte possible. On va collecter tout le texte qu'on peut trouver sur Internet, tout le texte qu'on peut trouver dans Wikipédia, tous les livres qui ont été digitalisés, etc. Le plus grand corpus de texte possible. Et ensuite, on va piocher dans ce corpus de texte des morceaux de phrases. Par exemple, un début de phrase, un robot doit. Et nous, on connaît la bonne réponse, puisqu'on connaît la suite de la phrase. La bonne réponse, c'est obéir. Mais le système, au début, ne connaît peut-être pas la bonne réponse. Donc, au début, le système va peut-être vous donner comme mot suivant « exterminer ». Ce n'est pas le bon mot. Donc, on lui dit « non, non, tu as dit exterminer, il fallait dire obéir ». Et un petit peu comme tout à l'heure avec le chat et le chien, on peut calculer un signal d'erreur et on peut renvoyer ce signal d'erreur dans le réseau par rétropropagation et faire en sorte qu'il va régler tous les poids de ses connexions synaptiques. Et la prochaine fois, il aura plus de chances de dire obéir et moins de chances de dire exterminer. Donc c'est un principe tout simple d'apprentissage, mais qui, de manière très surprenante, donne lieu à des propriétés émergentes très intéressantes. En fait, le fonctionnement de ces réseaux de neurones est très intéressant. Si vous avez déjà eu une interaction avec ChatGPT, ça a l'air de marcher très bien. Donc là, je vous donne un exemple d'une conversation que j'ai eue il y a quelques mois. Je lui ai dit « Écris-moi un poème à la manière de Molière, décrivant la corvée de laver sa vaisselle à la main. » Vous pouvez lui parler en français, il comprend très bien. Et il m'a répondu « Ô malheureux supplice, ô tâche détestée, laver sa vaisselle à la main, ô destin si pesant, tel Sisyphe, condamné à pousser son rocher, je m'en vais chaque jour dans cet enfer plongeant, etc. etc. » Je vous laisse finir la lecture. Alors on peut évidemment débattre, on peut discuter. Est-ce que vraiment Molière en son temps aurait écrit les choses comme ça ? Je pense que non. Je pense aussi que c'est pas la bonne question. Moi j'aurais très bien pu en première avoir ce genre d'instruction comme devoir en français et j'aurais passé peut-être toute une après-midi, toute une semaine à essayer de générer un poème qui aurait été, je pense, beaucoup moins intéressant. Alors que là, ça a pris ChatGPT quelques secondes pour me sortir ce poème-là. Voilà, donc c'est un petit peu le principe de fonctionnement, ce transformer des IA génératives pour le texte. On va passer maintenant aux IA génératives pour les images. C'est encore le même principe, ça va être des réseaux de neurones, mais ils vont être implémentés et donc on va leur apprendre à fonctionner d'une manière un petit peu différente, qui est plus spécifique du traitement d'images. Donc le premier type de réseau de neurones qui a été très populaire pendant quelques années, jusqu'au environ en 2020-2021, c'est ce qu'on appelait les GAN, les réseaux génératifs adversariels, qui sont des réseaux en fait qui sont constitués d'une paire de réseaux et on va les entraîner de manière conjointe. Donc les deux réseaux sont, on appelle ça de manière technique, un générateur et un discriminateur. Et en pratique, vous pouvez y penser comme un artiste et un critique. Donc le premier réseau de neurones, donc on donne à ces deux réseaux, à ces deux participants, on leur donne une base de données commune. Et le but du jeu, pour l'artiste, c'est d'arriver à répliquer de nouvelles images qui ressemblent aux images de la base de données. Donc ça peut être une base de visage, ça peut être une base de peinture impressionniste, peu importe. L'artiste essaye de retrouver de nouvelles images qui pourraient se trouver dans cette base de données. Et le critique, il fait son travail de critique, il regarde les images et il fait « Ah non, celle-là vraiment pas, celle-là elle est un petit peu mieux, etc. » Et donc c'est facile de voir, au début de l'apprentissage, les deux réseaux vont être très mauvais, mais c'est pas grave puisqu'ils apprennent ensemble. Donc au début, l'artiste va faire des images qui n'ont rien à voir, mais le critique va se tromper la moitié du temps, donc c'est pas trop grave. Et puis petit à petit, ils vont être forcés de s'améliorer l'un par rapport à l'autre. L'artiste va générer des images de plus en plus jolies, et le critique va devoir trouver
des différences de plus en plus subtiles, des aspects des images, des nuances à critiquer pour avoir quelque chose à faire. Et donc les deux vont s'entraîner ensemble jusqu'à ce que l'artiste arrive à faire des images qui sont tellement proches de la base d'apprentissage que le critique n'a plus rien à dire. Et puis en plus, c'est ce qu'on voulait au départ. Ce qu'on voulait, c'était avoir un générateur, donc un artiste qui nous produise de nouvelles images. Donc à la fin, on jette le critique. Le seul intérêt du critique, c'est d'aider l'artiste à produire des arts intéressants. Donc voilà le principe du fonctionnement du GAN, et je vous montrerai quelques exemples d'images générées par GAN. Mais en fait, il faut savoir que ce modèle qui était très populaire a été remplacé quasiment ces dernières années, depuis 2-3 ans, par un nouveau type de modèle qui s'appelle le modèle de diffusion, qui fonctionne de manière tout à fait différente, mais aussi très intéressante. Le principe du modèle de diffusion, c'est que on va jouer un tour en fait au système, on va l'entraîner pour une tâche qui n'est pas la vraie tâche dont on a besoin, mais peu importe. On va partir d'une base de données et on va volontairement rajouter du bruit sur les images, un petit peu de bruit, pas trop. On rajoute un petit peu de bruit sur les images et on demande au système d'apprendre à effacer ce bruit pour révéler l'image qu'il y a dessous. Et donc c'est une tâche qui est relativement facile, donc le système apprend bien à faire ça. Et une fois que le système est entraîné, on lui joue un tour, on lui donne une image où il n'y a que du bruit, et on lui dit, bah vas-y, efface le bruit et révèle-moi l'image qu'il y a sous le bruit. Et donc il fait son travail, il efface le bruit petit à petit, donc c'est itératif, ça prend plusieurs pas de temps, et puis au bout d'un moment, il révèle, c'est ce que vous voyez sur la droite ici, il révèle l'image qui était cachée sous le bruit, sauf qu'il n'y avait pas d'image sous le bruit. En fait, il vous a recréé une nouvelle image qui ressemble en tout point aux images de la base de données, grâce à ce système de diffusion et à ce truc qu'on a joué à notre système. Et ça, c'est des modèles qui marchent très très bien et qui génèrent des images, donc je vous montrerai dans un instant, parce que si vous utilisez des systèmes commerciaux à l'heure actuelle, tels que DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, ils sont tous basés exactement sur ce principe. Et en fait, ce qu'ils font dans ces systèmes, parce que vous avez peut-être remarqué, quand on part d'un bruit et qu'on demande au système de générer une image en enlevant le bruit, il peut générer n'importe quoi et on n'a aucun contrôle sur ce qu'il va générer. Et donc, pour pouvoir contrôler un petit peu ce que vont générer ces systèmes, en fait, on va coupler notre modèle de diffusion qui génère des images avec celui que vous avez vu avant, avec un transformer qui peut comprendre du texte. Et donc, on va donner à notre système une instruction, une requête, on appelle ça un prompt en anglais. On va lui donner un texte pour lui dire quel type d'image il doit générer. Par exemple, une plage cosmique paradisiaque. Donc, ce texte va être compris par le modèle transformer et il va s'en servir pour dire au modèle de diffusion quel type d'image il doit générer en enlevant du bruit. Et on retrouve en sortie exactement ce qu'on voulait, une plage cosmique paradisiaque. Et donc ça, c'est ce qui est à la base de tous les systèmes commerciaux que vous utilisez à l'heure actuelle. Donc quelques exemples. Récemment, j'ai été voir le système DALL-E de OpenAI et je lui ai dit génère-moi un temple japonais impressionniste en peinture à l'huile dans le style de Van Gogh. Et voilà les 2 premières images qu'il m'a générées en quelques secondes. Et si je lui demande d'en faire plus, il va m'en faire plus, il n'y a aucun problème pour lui. Il peut m'en générer une infinité. Et encore une fois, on peut se poser la question, certains voudront débattre, est-ce que Van Gogh aurait vraiment peint les choses de cette manière-là? Et encore une fois, je pense qu'on devrait retourner le problème. Je pense que moi, si en cours d'art plastique, en terminale, on m'avait donné cette instruction-là, j'aurais pris mes petits pinceaux, mes petites peintures, j'aurais passé beaucoup de temps et j'aurais généré quelque chose qui ne ressemblerait pas du tout à ça. Et là, on ne se poserait pas la question, Van Gogh n'aurait jamais fait ça. Donc, rien que le fait qu'on se pose la question, ça suggère quand même que ces modèles font quelque chose d'intéressant et quelque chose de bien. Donc vous avez compris le principe des IA génératives pour le texte et l'image. Et il y a un dernier principe que je voudrais que tout le monde comprenne, parce qu'on va s'en servir pour le décodage cérébral. C'est ce qu'on appelle l'espace latent dans ces modèles génératifs. Alors ça paraît un petit peu compliqué, c'est un nom technique. Cet espace latent dans chacun des modèles génératifs, c'est une représentation compacte de tous les facteurs de variation qu'on peut trouver dans le jeu de données qui aura été appris par le système. Donc on va procéder par l'exemple pour comprendre un peu mieux. Si j'ai appris, par exemple, un GAN, un réseau génératif, si je l'ai entraîné sur une grande base de visages, qu'est-ce qu'il va apprendre dans cet espace latent? Il va apprendre une représentation des facteurs importants pour les visages, c'est-à-dire l'identité, le genre, l'âge, l'émotion, peut-être la couleur des cheveux, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant dans cet espace latent, c'est que si, donc c'est un espace mathématique de représentation, peu importe, si je fais une trajectoire en ligne droite dans cet espace latent, et que
point par point, je génère l'image correspondante. C'est un modèle génératif, donc je peux partir d'un point de l'espace latent et générer l'image correspondante. Mais en fait, le long de cette trajectoire, je vais voir que les facteurs de variation importants, ils varient de manière continue et de manière évidente. C'est ce que vous voyez dans cet exemple. Quand je passe du premier visage au deuxième visage, en ligne droite, eh bien, je vois que la couleur des cheveux change de manière continue. Il passe de frisé à lisse. La personne passe du brun au blond. Elle se tourne de la gauche vers la droite. Et tout ça, ça se passe de manière continue et directe. Et c'est appris de manière implicite. Ce n'est pas nous qui lui avons dit quels étaient les facteurs importants, mais le système génératif a appris à représenter ces facteurs importants de manière implicite dans son espace latent. Un autre exemple, si j'entraîne un GAN, pas seulement sur des visages, mais sur plein d'objets différents, il peut représenter des véhicules, des animaux, etc., il va apprendre dans son espace latent à représenter des informations de structure, de contenu, de la classe sémantique des objets à l'intérieur des scènes, de manière que si maintenant je fais une trajectoire en ligne droite entre deux points de cet espace, donc c'est ce que vous voyez ici en bas, eh ben, je vais avoir des caractéristiques qui vont changer de manière continue. L'animal va devenir de plus en plus petit, les poils vont progressivement se transformer en plumes, etc. Donc, encore une fois, l'important, c'est que cet espace de représentation est appris implicitement. On n'a pas dit au système comment il devait organiser les informations, mais il a compris comment il devait organiser les informations. Et pourquoi j'insiste sur cet espace latent? Pourquoi il est si important? Parce qu'en fait, quand on va vouloir faire de la lecture de pensée, quand on va vouloir entraîner notre décodeur cérébral, on va utiliser cet espace latent du modèle génératif comme la cible de notre décodeur cérébral. Donc là, on passe vraiment dans le vif du sujet, on passe dans la deuxième partie de la présentation, où on va regarder l'activité du cerveau grâce à ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel. Donc le principe, c'est qu'on va mettre des sujets, des humains, dans un scanner IRM que vous avez représenté ici en arrière-plan. Ils sont allongés dans le scanner IRM. On va leur montrer des photos, telles que le visage que vous voyez à gauche. Et pour chacune des photos qu'on va leur montrer, on va enregistrer l'activité de leur cerveau, qui est représentée ici en code couleur. Donc on a des régions du cerveau qui s'activent, d'autres qui ne s'activent pas, et c'est différent pour chaque image. Et le but du jeu pour nous, le décodage cérébral tout simplement, c'est de partir de ce motif, ce signal d'activité cérébrale, de faire semblant qu'on ne connaît pas l'image, et d'essayer de retrouver l'image que le sujet était en train de regarder. Et ce n'est pas si simple que ça, en fait, parce que tous ces patterns, ils se ressemblent, tous ces signaux d'activité cérébrale, ils se ressemblent entre les différentes images. À l'œil nu, si je vous en montrais deux, vous auriez du mal à les distinguer. Mais systématiquement, il y en a un qui va représenter tel visage et un autre qui va représenter tel autre visage. Et donc, pour essayer de retrouver l'image correspondante, on peut procéder de différentes manières. Et jusqu'à récemment, on faisait les choses de manière très naïve. On essayait, puisqu'on essaie de retrouver une image, on essayait de reconstruire les pixels de l'image. On essayait de retrouver la couleur en chaque point de l'image, c'est ce qu'on appelle le pixel. Et vous pouvez comprendre que si on fait les choses de manière naïve, évidemment, notre décodeur cérébral, il ne sera pas parfait, il va faire des erreurs. Et ces erreurs, elles vont se manifester par des images qui vont être floues, par des images qui vont être peut-être bruitées, par des images qui vont être en fait tellement distordues qu'on ne va même plus reconnaître qu'il s'agit d'un visage. Alors que l'idée de projeter ou d'utiliser l'espace latent du modèle génératif, c'est ça qui nous permet de à chaque fois retrouver un visage, puisque donc, on va partir de l'activité du cerveau, on va prédire non plus les pixels de l'image, mais les facteurs de variation importants dans cet espace latent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va toujours faire des erreurs, on n'aura pas non plus un modèle parfait, mais quand on va faire des erreurs, ça va se manifester peut-être par des cheveux qui sont un peu trop frisés par rapport à l'image d'origine, ou un visage qui est un peu trop tourné sur la droite par rapport à la gauche. Mais en tout cas, on aura toujours un visage qu'on peut visualiser et interpréter. Et donc, on va se retrouver avec des modèles qui marchent beaucoup, beaucoup mieux, comme vous allez le voir par la suite. Donc en fait, ça c'est le principe du décodage cérébral tel qu'on l'a appliqué depuis quelques années. Donc on a commencé ces travaux à peu près en 2016-2017. Et le premier article qu'on a publié en 2019, c'était sur le décodage cérébral des visages. Donc on a pris nous-mêmes, on a créé notre jeu de données, on a pris des sujets humains, on les a mis dans un scanner IRM ici à l'hôpital Purpan. On a enregistré le signal d'activation cérébrale pendant qu'ils regardaient des visages comme ceci. Hop.
j'ai perdu la souris, des visages comme ceci, mais ils envoyaient beaucoup plus que 4, ils envoyaient chacun 8000 visages, donc c'est énorme, ça prend beaucoup de temps, ça prenait à peu près 16 heures d'enregistrement pour chacun des 4 sujets, donc vous imaginez bien, ils n'ont pas fait ça d'un seul coup, hein, ils sont venus plusieurs fois au laboratoire pour enregistrer tout ça. Et aussi, c'est des expériences qui coûtent très cher, parce que le scanning IRM coûte pas mal d'argent. Donc, pour ne pas dépenser l'argent public pour rien, c'est des données qu'on a rendues accessibles sur un site web qui s'appelle OpenNeuro, qu'on a rendu accessible à toute la communauté scientifique. Donc, n'importe qui peut aller collecter ces données, d'autres scientifiques peuvent travailler dessus, et même vous, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser ces données pour vous amuser. Et donc, le but du jeu pour nous, c'était de partir de ces images de visage, partir de l'activité cérébrale pendant que les humains voyaient ces visages et essayer de retrouver le visage correspondant en passant par l'espace latent d'un modèle GAN qu'on avait entraîné nous sur une grande base de visages. D'accord ? Donc on va plonger l'information dans cet espace latent et voilà le résultat qu'on obtient. Donc c'est la ligne du milieu ici. Quand on plonge, quand on essaie de traduire en gros cette activation cérébrale dans l'espace latent de notre modèle GAN, on arrive à retrouver pour chacun des visages les caractéristiques principales du visage. Ce n'est pas identique, ce n'est pas parfait, mais on arrive à voir quelque chose. On arrive à voir quand il s'agit d'un homme, quand il s'agit d'une femme, on arrive à voir quand elle a les cheveux blonds ou les cheveux bruns, on arrive à voir qu'il y en a un qui a des lunettes par exemple par rapport aux autres. Et ce que je montre dessous, pour référence, c'était un petit peu l'état de l'art précédent, avant les réseaux de neurones génératifs, quand les gens utilisaient, alors ils ne travaillaient pas directement dans l'espace des pixels, mais ils utilisaient ce qu'on appelle une analyse en composantes principales, ce qui revient en gros à travailler dans l'espace des pixels. Et comme je le disais auparavant, ça donne lieu à des images, bon ça marche, hein, on arrive quand même à reconnaître les visages, mais ça donne des images qui sont un peu plus floues, un petit peu plus distordues, on reconnaît moins bien les visages. Donc ça, c'est le premier article qu'on a publié dans cette série en 2019. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a suivi au cours du temps l'évolution des réseaux génératifs, puisque en 2019, personne n'en avait jamais entendu parler, c'était des choses qui n'étaient pas très communes. Et puis, vous avez pu le voir, vous le voyez notamment dans les médias, ces réseaux sont de plus en plus puissants. Et donc, ils nous permettent de faire des choses de plus en plus puissantes, mais basées exactement sur le même principe. Donc, par exemple, en 2020, il y a un nouveau réseau génératif, un nouveau GAN qui est sorti, qui s'appelait BigGAN, qui a été publié par une grosse boîte d'intelligence artificielle, mais ils l'ont rendu accessible à tout le monde pouvait l'utiliser, et donc on s'est dit, chouette, on va l'utiliser nous aussi pour notre décodage cérébral. Et donc ce GAN, ce réseau génératif, permettait de générer des images beaucoup plus diverses. Donc, au lieu d'avoir que des visages, on pouvait avoir n'importe quoi. On pouvait avoir des animaux, donc des images où il y a toujours un objet, mais l'objet peut être n'importe quoi, tourné dans n'importe quelle direction. Il peut être petit, gros, ça peut être un véhicule, etc. Donc là, on a eu de la chance. On a pu bénéficier d'un jeu de données public qui avait déjà été collecté par d'autres chercheurs, donc on n'a pas eu besoin de refaire l'expérience. Il était disponible sur OpenNeuro. Ils avaient 5 sujets qui avaient vu des images comme celle-ci. Chacun avait vu 1200 images. Et donc, tout simplement, on a pris l'activation cérébrale qui avait été donnée par ces gens-là et on l'a plongée, on l'a traduite dans l'espace latent du générateur BigGAN et on a utilisé ça pour générer une estimation des images que voyaient les sujets. Et encore une fois, donc ça c'est ce que vous voyez sur la ligne du milieu, et encore une fois, c'est pas parfait, mais encore une fois, on reconnaît quand même des caractéristiques importantes des images d'origine. En tout cas, si on devait dire, partons de la première reconstruction, est-ce qu'elle correspond à la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième image, je pense que personne ne se tromperait. Donc ce n'est pas identique, mais on reconnaît quand même ce qu'il y avait dans l'image. Et là, pour le coup, si on travaille dans l'espace des pixels, ce qui est montré en bas, là, comme la tâche est trop diverse, il y a trop de choses possibles à générer, les systèmes n'y arrivent tout simplement pas. Donc on était déjà assez content avec ce système-là. Ça, c'était en 2020. Et puis un petit peu plus tard, en 2022, il y a un autre système qui est sorti qui s'appelait ICGAN, qui était un peu basé sur le même principe. C'était un descendant de BigGAN, mais il générait des images avec plus haute résolution. Donc on s'est lancé, on a dit on va voir ce que ça donne. Et là aussi, ça nous a donné des images d'un peu plus haute résolution. Alors du coup, peut-être qu'on voit mieux les erreurs aussi, parce que la résolution est meilleure. Il continue à faire des erreurs, mais en tout cas, quantitativement, ces systèmes étaient meilleurs. Le système avec ICGAN était meilleur que le système avec BigGAN. Et encore une fois, on arrive à reconnaître un petit peu certaines caractéristiques de l'image. Mais ce n'est pas parfait.
Hein. C'est pas du tout parfait. Et puis, donc ça, c'était les GAN. Et comme je vous l'ai un petit peu expliqué en préambule, vous savez que les GAN ont été remplacés récemment, depuis 2020, disons, par les modèles de diffusion. Et certains de ces modèles de diffusion ont été rendus publics, parce qu'au départ, il n'y avait que OpenAI qui le faisait, et du coup, on n'avait pas accès. Mais il y a notamment un modèle qui s'appelait Stable Diffusion, qui a été rendu public, et donc on a pu l'utiliser pour effectuer cette tâche, mais du coup avec des images qui devenaient beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes. Donc ça, c'était juste l'an dernier, et c'est vraiment l'état de l'art à l'heure actuelle pour le décodage cérébral. C'est ce modèle que je vais vous montrer ici. Donc le principe, ici aussi, on a eu la chance de bénéficier d'un jeu de données qui a été publié par des collègues en 2022, avec des images beaucoup plus larges, beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes. Il y avait 4 sujets, chacun qui voyait 9000 images, donc c'était une chance de ne pas avoir à collecter ça nous-mêmes. Et donc, on a tout simplement pris les activations cérébrales des sujets pendant qu'ils voyaient ces images, et on les a plongées dans l'espace latent du modèle Stable Diffusion. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que vous vous rappelez que ces modèles, à l'intérieur, il y a en fait 2 modèles dans les modèles de diffusion. Il y a le transformer qui s'occupe de gérer la requête en texte qui va nous dire ce qu'il faut dessiner. Et il y a le modèle de diffusion lui-même qui s'occupe de gérer la création de l'image, quelles sont les caractéristiques de l'image, etc. Donc en fait, il y a 2 espaces latents, et on a prédit les 2 espaces latents à partir de l'activation cérébrale, ce qui nous permet à la fois de prédire les caractéristiques physiques de l'image, les propriétés de l'image, mais aussi des caractéristiques plus sémantiques, plus liées au langage. Et en combinant ces 2 choses, voilà ce qu'on arrivait à reconstruire. Donc des images qui sont beaucoup plus complexes qu'avant, mais qui ressemble quand même pas mal à l'image qu'on a mis en entrée. Alors c'est pas identique, c'est toujours pas identique, hein, mais ça je crois qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, on retrouve vraiment, donc si je prends l'image de droite, on retrouve vraiment le fait que on a 2 vaches dans un champ, les vaches sont sur la gauche, le champ est un petit peu penché vers la droite, avec le ciel en arrière-plan, etc. Sur la deuxième, on voit qu'on a un skieur sur la droite de l'image, en gros plan, dans une forêt enneigée. Donc globalement, on retrouve les caractéristiques principales de ces images. Je vous montre quelques autres exemples, toujours sur le même principe, hein, toujours à gauche l'image qui a été vue par les sujets, et juste à côté l'image qui a été reconstruite par notre système. Donc il continue à faire des erreurs, mais donc il faut garder à l'esprit, ce n'est pas juste un système qui est spécialisé pour les visages, mais ici c'est le même système qui s'occupe de toutes les images, qu'il y ait un visage, qu'il y ait un animal, qu'il y ait autre chose. Le même système est capable de décoder, décrypter l'activité du cerveau et nous dire exactement ce que voyait le sujet. Un autre point à mentionner, donc sur ce dernier exemple, c'est qu'on peut comparer aussi les sujets entre eux. Donc c'est ce que vous voyez, puisque tous les sujets voyaient les mêmes images. Là j'ai 3 exemples d'images avec 4 sujets distincts sur les 4 colonnes qui voyaient ces mêmes images, et pour chacun des sujets, on arrivait à retrouver, plus ou moins bien, mais globalement assez bien, on arrivait à retrouver l'image que voyait le sujet. Et il faut savoir que c'est un décodeur cérébral spécifique qu'on utilise pour chaque sujet. Donc on entraîne notre décodeur cérébral spécifiquement pour l'activité de ce sujet-là, et on n'est pas capable à l'heure actuelle de prendre un modèle entraîné sur le sujet numéro 1 et de le transférer directement à un autre sujet. Le modèle n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment appliquer le modèle spécifiquement. C'est comme si chaque sujet, son cerveau parlait son propre langage, et le langage d'un sujet, on ne peut pas le traduire dans le langage d'un autre sujet. Donc on est obligé de faire la tâche spécifiquement pour chacun des sujets. Et enfin, donc le dernier exemple que je voulais donner, jusqu'à maintenant, en fait, au début, on avait parlé de lecture de pensée, mais vous avez peut-être compris qu'en fait, ce n'est pas vraiment de la lecture de pensée qu'on fait, c'est plutôt la lecture de la perception, parce que les sujets ne sont pas en train de penser à une image, ils sont en train de regarder une image. Et ça change un petit peu les choses quand même, parce que l'image est présente à l'écran, elle est présente dans l'œil du sujet, elle est aussi présente dans leur cerveau. Et on s'est demandé, peut-être que vous vous demandez aussi, est-ce qu'on serait capable de retrouver l'image quand les sujets pensent à quelque chose sans avoir l'image vraiment physiquement présente à l'écran? Et donc ça, c'est une question qu'on s'était posée dès 2019, et la réponse est un petit peu mitigée, comme vous allez le voir. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a demandé à chacun de nos sujets, au début de l'expérience, de choisir un visage parmi les 20 que vous voyez ici. Ils devaient en choisir un. Ils n'avaient pas besoin de nous dire lequel c'était. Choisissez un visage, et quand on vous dit, pendant l'expérience, vous devez fermer les yeux et imaginer ce visage-là et pas un autre.
Et donc, on récupérait l'activation cérébrale des sujets qui voyaient ce visage et on pouvait essayer de retrouver lequel des 20 visages ça va être dans l'espace latent de notre modèle génératif. Et là, je vous montre un exemple où on a retrouvé le bon visage parmi les 20. C'est celui qui est encadré en rouge, ici. Ça, c'est le visage que le sujet était en train d'imaginer. Et on arrivait à retrouver précisément ce visage-là. Donc, on savait que c'était celui-là et pas un autre. Les barres à droite vous montrent simplement que ça ne marche pas partout dans le cerveau. Ça marche quand on utilise une partie du cerveau qu'on appelle le lobe temporal, mais pas dans les autres parties du cerveau. Donc c'est assez spécifique de certaines régions. Par contre, donc ça c'est le verre à moitié plein, si vous voulez, on arrive à retrouver quelle est l'image que le sujet imaginait, mais si on essaie de reconstruire cette image avec notre modèle génératif, on obtient l'image que vous voyez ici en haut à gauche, qui ne ressemble pas du tout à ce que le sujet était en train d'imaginer. Avec un peu d'imagination, on peut dire oui, mais il y a quelque chose autour de la bouche, un petit peu la même barbe, etc. Mais globalement, ce n'est pas la même image. Donc là, on a du mal à retrouver précisément le stimulus. On peut savoir lequel c'est, mais on n'arrive pas encore à le reconstruire précisément. Voilà, donc je vais finir là-dessus avec une liste de questions. Peut-être que ces questions vous viennent déjà à l'esprit, mais on peut commencer à s'y pencher ensemble. La première question peut-être que les gens se posent, c'est est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que mes pensées sont vulnérables? Est-ce qu'elles sont exposées à l'intelligence artificielle? Et là, j'espère que quelque part la présentation vous rassure un petit peu, parce que oui, on arrive à retrouver des informations, mais c'est pas parfait, hein, c'est loin d'être parfait, comme vous le voyez. Et en plus, il faut garder certaines choses à l'esprit. Il faut garder le fait que pour pouvoir faire ce décodage cérébral, on a besoin d'entraîner un modèle. On a besoin d'entraîner un modèle pour lequel un sujet va se prêter au jeu pendant 16 heures de suite. On a besoin de le mettre dans une IRM qui, je vous le rappelle, pèse 3 tonnes. Donc, toutes ces choses-là font que, ok, peut-être qu'un jour, l'IA pourra décoder vos pensées, mais elle ne le fera pas à votre insu. Il faut être volontaire, il faut se prêter au jeu pour qu'on puisse avoir accès à vos pensées. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir miniaturiser dans un avenir proche. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Par contre, toutes ces choses-là, pourquoi on le fait? Parce que c'est important aussi pour d'autres domaines. Ce n'est pas juste pour avoir une nouvelle technologie comme Elon Musk, pour pouvoir lire les pensées des gens, parce que c'est intéressant. Mais ça nous permet de mieux comprendre aussi comment marche le cerveau. On peut visualiser l'activation cérébrale des sujets, on peut du coup essayer de comprendre le fonctionnement de différentes parties du cerveau, etc. Et peut-être ça pourrait nous donner des pistes pour des applications cliniques, médicales, pour le traitement de certaines maladies. Et puis en IA, en intelligence artificielle, pour boucler la boucle, ça nous permet aussi de comparer les modèles entre eux, de mettre en évidence les limites des modèles existants, de voir que certains d'entre eux correspondent mieux au cerveau humain, ceux pour lesquels, quand on va dans l'espace latent, on a des bonnes reconstructions, on se dit probablement ces modèles-là, ils font quelque chose de bien. Et à l'inverse, peut-être qu'on pourrait imaginer de créer des nouveaux modèles en forçant l'espace latent de ces modèles à représenter le monde un petit peu plus comme l'humain. Et c'est ce qu'on appelle dans le domaine, c'est ce qu'on appelle l'IA compatible avec l'humain, l'IA centrée sur l'humain. Et c'est un des domaines sur lesquels on travaille dans l'Institut ANITI, l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse. Donc je vais m'arrêter ici et j'espère qu'on aura un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup, Ruffin. Oh là là, on est un petit peu perplexe. Hein. On a vu des images qui sont presque, qui nous permettent presque de penser que ça sera possible un jour de décoder. Et donc, moi, j'avais cette question-là. Oui, les images que l'on imagine. Et non pas que l'on est en train de voir. Donc là, c'est finalement, c'est les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Il faut distinguer les zones qui sont activées des zones qui sont utiles pour notre décodeur cérébral. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des zones qui sont activées, mais quand on essaye de s'en servir pour le décodage cérébral, on fait pire que mieux. Alors qu'il y a certaines parties du cerveau, donc notamment le lobe temporal, où là, on peut se concentrer, et quand on se concentre sur ces régions-là, là, notre décodeur cérébral arrive à fonctionner un petit peu. Alors que les autres régions, en fait, elles sont actives, mais elles font quelque chose de totalement différent du fonctionnement qu'elles ont pendant la perception. Donc si on entraîne notre décodeur pendant la perception, et qu'ensuite on essaie de le tester pendant l'imagination, on a du charabia, parce que ce n'est pas le même langage pour ces régions-là. Alors que dans le lobe temporal, c'est un petit peu le même langage, que ce soit de la perception ou de l'imagination. Et des personnes aveugles qui peuvent...
Ah oui, donc ça c'est une très bonne question. La limite ici, c'est que on ne peut pas entraîner le système, parce que pour entraîner le système, il faut avoir la vérité terrain, en quelque sorte, une base pour entraîner le système pendant qu'il voit des images. Par contre, on a des systèmes dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais on commence à travailler là-dessus depuis quelques temps. Des systèmes qui traduisent, des systèmes multimodaux en fait. Donc le sujet peut lire un texte ou même écouter un texte, et on est capable de traduire l'activation du cerveau dans une image. On peut retrouver le texte, mais on peut aussi traduire ça en tant qu'image, et vice-versa. Le sujet regarde une image, et on peut traduire ce qui se passe dans sa tête en tant que phrase, langage ou audio. Il n'y a aucune limite, du moment qu'on a assez de données pour apprendre, pour entraîner nos systèmes, il n'y a aucune limite là-dessus. Donc on pourrait imaginer que pour les personnes aveugles, on pourrait entraîner avec des gens qui écoutent un texte, et pourtant reconstruire une image à partir de ce qui se passe dans leur tête. De la description, oui. Merci. Alors, le micro circule. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la puissance en Tesla de vos IRM lorsque vous faites ça. Ouais. Ici à Toulouse, c'est 3 Tesla. Et oui, ça suffit. De toute façon, on peut compenser. Donc, on a une moins bonne résolution à 3 Tesla, mais on peut compenser en collectant plus de données. Et le dernier jeu de données sur lequel on a obtenu les meilleurs résultats, qui n'a pas été collecté par nous, lui, il a 7 Tesla. Et en effet, il y a une bien meilleure résolution pour ces systèmes-là. Oui. Oui. Merci pour ta présentation. On imagine qu'on va avoir des modèles de plus en plus pertinents. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un modèle qui nécessite des bases de données d'entraînement de plus en plus petites et pas grandes? Ouais, je suis pas sûr, parce que, en tout cas, c'est pas ce qu'on a observé au cours du temps avec l'amélioration des modèles. En fait, avec l'amélioration des modèles, on arrive à retrouver des images de plus en plus précises. On arrive, comme je le disais, par exemple, à retrouver du texte au lieu des images, etc., parce que les modèles sont de plus en plus puissants. Mais la raison pour laquelle on a besoin de beaucoup de données, c'est une raison qui est intrinsèque à l'IRM fonctionnel, c'est que le signal est très, très bruité. Et ça, c'est pas en améliorant les modèles d'IA qu'on va améliorer cet aspect-là. Donc, je suis pas sûr. Du coup, ma question serait justement avec ça. Vous parlez d'IRM fonctionnel. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens plus ou moins invasifs de récolter ces données-là? Et comment on peut les traiter? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, comprendre des intentions, des choses comme ça, des choses un peu plus abstraites? Oui, donc en effet, ça vaut la peine de mentionner que l'IRM, c'est une méthode non invasive, c'est-à-dire qu'on met les gens dans le scanner et quand ils sortent, ils sont entiers, ils sont comme avant. Il existe des méthodes d'enregistrement d'activité cérébrale qu'on appelle invasives. En gros, on peut leur planter des électrodes dans la tête. Forcément, ça marche mieux. Parce qu'on a accès directement à l'activité soit d'une population de neurones, soit parfois de neurones isolés, en fonction du type d'électrode qu'on va implanter. Et donc sur la base de ça, on peut imaginer avoir un décodage beaucoup, beaucoup plus précis. Ça se fait beaucoup chez l'animal, et on arrive par exemple à décoder les intentions. Alors, quand je parle des intentions, c'est des intentions motrices très simples, hein, c'est des animaux. Donc, par exemple, un animal qui veut presser un bouton, avant même que l'animal presse le bouton, on peut décoder l'intention de l'animal, parce que l'électrode est proche des neurones qui sont en charge de prendre cette décision. Donc ça, c'est pas surprenant. Donc d'un côté, j'ai envie de dire oui, ça serait une manière d'améliorer les performances de ce système-là, mais il y a tout un aspect éthique à prendre en compte, c'est que quand on met des électrodes dans la tête, c'est pas anodin. Bon, c'est ce que fait Neuralink, le système d'Elon Musk, mais bon, c'est des gens qui sont volontaires, tant pis pour eux, je dirais, mais ça, on peut pas empêcher les gens de faire ça. Ouais. Et avec l'électroencéphalogramme? Alors avec le EEG, il y a des gens qui ont essayé, le signal est beaucoup, beaucoup trop bruité, on est trop loin des neurones, donc il est précis temporellement, mais on a un signal de tellement basse résolution qu'on a vraiment une très mauvaise reconstruction, donc ça ne vaut pas le coup. La MEG marche un petit peu mieux, la MEG, magnétoencéphalographie. Alors moi, du coup, j'ai une question pour les personnes qui sont atteintes d'aphantasie. Les personnes qui sont atteintes d'aphantasie, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se représenter les images dans leur tête, comment ça pourrait fonctionner? Est-ce que ça fonctionne?
Ouais, donc c'est une bonne question. On ne sait pas exactement comment se manifeste la fantaisie dans le cerveau. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a des personnes qui ont une imagination un peu plus vivide, disons, et que ça met en jeu des aires du cortex visuel qui sont plus précoces, et des gens qui ont... Donc moi, personnellement, je suis à la fois sujet dans l'expérience et je suis aphantasique, et pourtant, ça marche bien pour moi. Et la raison, c'est parce qu'en fait, quand j'imagine, donc j'ai pas une image très précise quand j'imagine, mais ça suffit pour activer des neurones de haut niveau. Donc j'ai une image un petit peu floue et conceptuelle, disons, de ce que j'imagine. Et en fait, le décodage marche aussi apparemment au niveau conceptuel, et donc on arrive à retrouver les bonnes informations. Et on peut peut-être préciser que là, l'enregistrement, c'est de l'activité proxy. Enfin, c'est pas, ce ne sont pas vraiment les neurones en action. Ouais, j'ai pas pris le temps d'expliquer ça, mais quand on enregistre le signal en IRM fonctionnel, on enregistre le signal d'oxygénation du cerveau, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas l'activité électrique des neurones, mais on enregistre a posteriori la consommation d'oxygène qui est une conséquence de l'activation des neurones. Donc non seulement il y a un délai de plusieurs secondes entre le moment où le neurone s'active et le moment où on enregistre cette différence d'oxygénation, mais aussi il y a un problème de résolution. On n'a pas accès aux neurones eux-mêmes, mais on a accès à quelque chose de local, c'est vasculaire en fait, c'est le sang qui est apporté au cerveau, qui est un petit peu plus riche en oxygène dans certaines régions. Bonsoir, merci pour cette présentation. Je voulais savoir s'il y avait eu une étude qui avait été menée en fait sur des données endophasiques, donc sur une pensée verbale qui serait exprimée en paroles subvocales, si ce serait possible ou pas du tout. Ouais, donc ça serait un petit peu faire l'expérience de lecture de pensée, donc d'imagination, mais avec une imagination plutôt linguistique que visuelle. Donc ça, on l'a pas fait. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais ça me fait penser à des travaux de Jean-Rémy King à Paris, qui a fait des choses assez similaires, à la fois en IRM, mais je crois qu'il l'a fait en MEG. Il travaille sur la perception de la parole, et il arrive, en plongeant l'activation cérébrale de gens qui écoutent des textes, il arrive à retrouver, donc en plongeant cette activation cérébrale dans l'espace latent d'un modèle de traitement du langage, il arrive à retrouver le texte que les gens étaient en train d'écouter. Et je crois qu'il a testé aussi, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a testé aussi ces choses-là quand les gens sont en train de répéter un texte intérieurement, sans qu'il y ait de texte physiquement présent dans leur oreille interne. Et ça a été testé chez des primates ? Non, ça c'est une bonne question. Ça n'a pas été testé sur les... Donc, ce qui se fait beaucoup, tous les aspects de décodage cérébral ont été faits depuis très longtemps chez le primate, justement parce qu'on peut mettre des électrodes dans la tête, et donc avec des données d'électrophysiologie, on arrive à retrouver le stimulus, on arrive à reconstruire le stimulus. Ça, on le savait déjà avant de pouvoir le faire chez l'humain, parce qu'on a des signaux beaucoup plus précis. Et pour le langage, non, puisque voilà. Je veux dire pour les images. Oui. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport aux images que vous nous avez montrées, donc qui sont générées à partir d'uniquement l'imagination des sujets. Si j'ai bien compris, elles ont été générées avec des modèles qui ont été entraînés sur la perception et non sur l'imagination. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des meilleurs résultats avec des modèles entraînés uniquement sur l'imagination ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, oui, vous avez bien compris. C'était une des raisons pour lesquelles on pense que le système ne marchait pas très bien. Il a été entraîné avec de la perception. Et d'un seul coup, on le teste avec des données imaginées, mais il n'a jamais vu ça. Donc, il ne sait pas comment interpréter ça. Il faudrait pouvoir l'entraîner avec des données imaginées. Alors, il y a quand même des problèmes techniques quand on essaye de faire ça, parce que quand on présente des stimuli au sujet, on sait ce qu'on met, on sait ce qu'ils font, on ne peut pas contrôler, des fois ils ferment les yeux, bon ben tant pis, mais globalement, on sait ce qu'on leur présente. Quand on leur demande de bien vouloir gentiment imaginer une personne barbue, c'est difficile d'être sûr de ce que font les sujets, mais c'est ce qu'on a essayé de faire, on n'a pas encore les résultats, mais c'est une expérience qui est en cours. Ouais. Au niveau visuel, vous parlez du lobe temporal. Pourquoi pas, enfin je vois pas bien le lien, j'ai peut-être mal compris par rapport au cortex visuel primaire, en fait, et les propriétés rétinotopiques de la rétine. Au départ, c'est ça avec Kamitani. Et là, vous me parlez de lobe temporal, peut-être du fait qu'il faut mettre des mots et qu'il y a la compréhension, ou la sémantique, je n'ai pas bien suivi. Donc,
Pour le décodage de la perception, quand les sujets voient les images, on peut décoder la perception du cortex occipital, c'est-à-dire du cortex visuel primaire, disons, mais aussi du lobe temporal, qui est un peu plus conceptuel, un petit peu plus haut niveau, un peu plus sémantique. Et là, c'était spécifiquement pour l'imagination. Ça servait à rien d'aller voir dans le cortex visuel primaire, parce que si on essayait de faire ça, on n'avait rien du tout comme signal. Et c'était vraiment dans le lobe temporal, donc ça suggère un petit peu, mais c'est peut-être lié à la question là-bas de la fantaisie, ça dépend peut-être des sujets. Peut-être que nos sujets avaient du mal vraiment à projeter une image mentale au niveau du cortex visuel primaire, et donc on retrouvait mieux l'image quand on se concentrait sur des représentations un peu plus haut niveau, un peu plus sémantiques. Oui. Du coup, j'avais une question par rapport à la fantaisie pour revenir dessus. Est-ce que du coup, cette technique-là peut aider à comprendre la fantaisie, aider à comprendre comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'image mentale? Ouais, je pense que si on avait assez de données, donc à la fois assez de sujets différents avec différents degrés d'aphantasie, on devrait pouvoir... c'est juste logique, hein, à l'heure actuelle, on n'a pas les données, ça demanderait beaucoup de temps, probablement beaucoup d'argent, mais on devrait pouvoir observer un peu la distinction que je disais ici entre le cortex visuel primaire qui ne s'activait pas chez nos sujets et le lobe temporal. Si on avait assez de sujets, on pourrait probablement faire ça de manière beaucoup plus précise, en regardant en fonction des sujets, en fonction du degré d'aphantasie qu'ils ont, quelles sont les aires qui donnent ou qui ne donnent pas lieu à un décodage cérébral. Bien. Donc... moi, j'en ai une dernière. Donc là, merci aussi pour l'historique. On a vu un petit neurone qui avait permis d'utiliser des propriétés électriques et de les mettre en réseau. Et donc, en fait, on a un petit peu l'impression aussi que quand on a commencé à comprendre le cerveau, le fonctionnement des neurones, on s'est basé sur des théories cybernétiques et de propagation de l'électricité. On a un peu l'impression qu'avec ça, on a construit des modèles qui maintenant permettent en retour de revenir sur la compréhension de la machine. Enfin, c'est une espèce de boucle qui est assez fascinante. Oui, donc je suis d'accord. Alors c'est vrai que pendant un certain temps, il y a beaucoup de gens en IA qui ont dit en fait le réseau de neurones c'est assez au niveau de l'inspiration biologique, ça suffit. Il ne faut pas qu'on aille voir plus dans le cerveau. On n'a plus rien à apprendre. En gros, ils étaient satisfaits. Ils ont dit maintenant qu'on a les réseaux de neurones, on a appris ce qu'on voulait apprendre du cerveau, on n'a plus rien à apprendre. Et puis ça change un petit peu quand même. Les mêmes personnes, d'ailleurs, ont changé d'avis et disent que même pour améliorer l'IA, maintenant que l'IA marche très bien, mais on a des limites qui sont de plus en plus visibles. Même des systèmes comme ChatGPT, qui sont très impressionnants, ne comprennent pas le monde comme nous comprenons le monde. Et pour dépasser cette barrière, on se dit que peut-être que malgré tout, il va falloir retourner regarder un peu comment ça se passe dans le cerveau. Et moi, je trouve ça intéressant en tant que neuroscientifique aussi. Ouais. Bien. Une dernière. Merci beaucoup. Est-ce qu'avec le perfectionnement, on peut imaginer à la fin d'avoir un modèle général pour tout le monde, ou comment le cerveau fonctionne, on sait que ce sera forcément individuel? On travaille sur des modèles un petit peu plus génériques. Donc en fait, comme je le disais, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'activité cérébrale de chaque sujet, c'est un petit peu comme un langage différent. Mais il n'y a rien qui empêche d'entraîner des modèles multilangues. On le fait en IA, justement, en linguistique. On peut en fait entraîner des modèles multilangues. Il suffit d'avoir assez d'exemples. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent. Logiquement, ça devrait marcher. Si on a assez d'exemples de personnes différentes, avec leur langage différent, on peut apprendre à parler une sorte de métalangage, un langage des langages, pour caractériser les différences aussi entre les sujets. Et du coup, beaucoup plus rapidement, quand on a un nouveau sujet qui rentre, dire « Ah bah celui-là, il ressemble un petit peu, donc son langage interne ressemble un petit peu au langage du sujet 12 et du sujet 82. » Et du coup, à partir de là, beaucoup plus facilement construire le modèle approprié pour ce sujet-là. Ça demandera beaucoup de données et beaucoup d'argent. Allez, la dernière. Vous parliez des modèles multimodaux tout à l'heure. Et ceux qu'on a actuellement sont finalement relativement simples, étant donné que le but, c'est de créer un espace latent commun à toutes les modalités. Mais si les zones activées dans le cerveau ne sont pas les mêmes en fonction des modalités, comment vous pourriez imaginer, vous, les prochaines générations de modèles multimodaux? En fait, je suis ni d'accord avec
la question du point de vue de l'IA, ni d'accord avec la question du point de vue du cerveau. Donc dans le cerveau, commençons par là, les informations de différentes modalités sont représentées dans des cortex séparés jusqu'à ce qu'ils convergent. Et c'est cette convergence en fait qui est intéressante. Il y a une théorie qu'on appelle le Global Workspace, une théorie de la convergence des informations dans le cerveau. C'est une des théories principales de la conscience, c'est que c'est justement le fait de fusionner ces informations qui viennent de différentes modalités. C'est cette représentation conjointe qui nous permet d'avoir un degré de conscience supérieur, disons. Donc déjà dans le cerveau, je pense que la convergence est un élément important. À l'inverse, en IA, à l'heure actuelle, on n'a pas de modèles qui font ça. Les modèles d'IA multimodaux, en fait, ils traitent l'information de manière séparée et parfois, ils construisent une représentation commune, mais dans un des espaces d'origine. En fait, souvent, on choisit le langage comme l'espace d'origine, et on prend l'information visuelle et on va la traduire en token de langage, c'est-à-dire en mots qu'on peut donner à notre modèle de langue. Mais donc, il n'y a pas de représentation jointe des aspects à la fois perceptuels et des aspects linguistiques. Bien. Bon, donc on va remercier, on vous remercie de nouveau, ainsi que le Quai des Savoirs. L'exposition double jeu dure jusqu'au mois de novembre, donc vous aurez le temps de la parcourir peut-être plusieurs fois parce que c'est assez complexe. Merci encore Ruffin et merci à vous. Au revoir.